Une nouvelle vidéo, toujours sur les fonctions, le calcul différentiel. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser aux dérivées partielles d'ordre 2. Donc on a vu que quand on calculait une dérivée partielle, on obtenait une fonction à nouveau définie sur U à valeur dans R. Donc l'idée ici, ça va être de la redériver. Donc par exemple, on a donc f qui va de U dans R. On va considérer d rond 1f, donc bien sûr sous réserve qu'elle existe, hein, qui est encore une fonction de U dans R. Et cette fonction-là, si je l'appelle G, eh ben, je peux calculer d rond 1G par exemple, qui va être à nouveau, bien sûr si elle existe, une fonction de U dans R. On peut bien sûr le faire pour d rond 1, mais on peut le faire quand on a f, on peut le faire pour toutes les dérivées, donc de d rond 1 f jusqu'à d rond p f. Et encore une fois, chacune des dérivées, on va pouvoir la redériver par rapport à la première variable. Donc on va obtenir quelque chose qu'on va noter d rond 1, 1f, par rapport à la deuxième variable, d rond 2, 1f, etc. jusqu'à par rapport à la pème variable, f. Et pareil pour toutes les autres. Donc par exemple, pour la dernière, on aura d rond 1pf jusqu'à d rond ppf. Donc il faut déjà bien remarquer une chose, c'est que vous voyez que ce nombre de dérivés augmente de façon géométrique. La fonction au départ, on en a une fonction. On se retrouve avec p dérivés. Alors p en dimension p bien sûr. Puis les dérivées secondes, ben, si vous regardez bien ici, j'ai p carré dérivée seconde. Et on pourrait continuer. Pas cette dérivée seconde qu'on considère. D rond 1, 1f, c'est d rond 1g. Cette fonction-là, c'est encore une fonction qui va de U dans R, donc éventuellement on pourrait la redériver, puis la redériver, la redériver, la redériver, etc. Donc on obtiendrait comme ça une multitude de fonctions, donc ce seraient des dérivées d'ordre plus élevé. Alors rassurez-vous, au programme de PC, il n'y a que les dérivées secondes, donc ce qui va quand même un petit peu nous simplifier la vie. Donc comment est-ce qu'on définit cette quantité-là, d rond ji de f? Eh ben, on regarde si la ième dérivée partielle d'ordre 1 de f, donc je rappelle c'est une fonction en fait, cette ième dérivée partielle qui va de U dans R, si cette fonction-là admet une jème dérivée partielle d'ordre 1 en A, alors on note cette dérivée d2f sur dxj dxi de A, ou encore d2ji de f de A, ou encore dj de di de f de A. Donc vous remarquez que c'est cette dernière écriture qui est probablement la plus parlante. Pourquoi la plus parlante? Parce qu'on voit bien ici qui on dérive par rapport à quoi. Donc on a pris la dérivée par rapport à i, et c'est cette dérivée-là qu'on dérive par rapport à j. Alors après, on peut avoir du coup un doute quand on regarde ces dérivées-là, mais il faut surtout retenir que, regardez les variables i et j, elles sont dans le même ordre. Là, le j, il est à gauche du i, le j est à gauche du i. Ici, le j est à gauche du i. Donc là, on parle d'une dérivée partielle d'ordre 2 de f en a, donc on dit une parce qu'il y en a plein. On précise rarement par rapport à quelle variable, parce que finalement c'est écrit au-dessus. Et si elle existe en tout point A de U, on a ainsi défini sur U une fonction dérivée partielle d'ordre 2 qu'on note d2 d rond 2 ji de f. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de classe C2? Ben, une fonction est de classe C2 si elle est de classe C1, et si toutes ses dérivées partielles sont de nouveau de classe C1. Ce qui veut dire en fait que toutes les dérivées secondes, toutes les dérivées partielles d'ordre 2, sont définies et continues sur U. Donc c'est notre manière de voir des fonctions de classe C2, toutes les dérivées partielles d'ordre 2 sont définies et continuent sur U. Enfin, les opérations sur les fonctions de classe C2, encore une fois, il s'agit ici de dérivation. Donc, quand on fait une combinaison linéaire de fonctions de classe C2, ça va être de classe C2, le produit, le quotient, la composition de fonctions de classe C2. Attention, la composition, bien sûr, c'est à partir du moment où elle a un sens. Et attention, à droite, l'ensemble des parts est modifié si on compose à droite. Bon, dernier théorème de cette partie-là, c'est aussi le premier d'ailleurs, le théorème de Schwarz. Donc le théorème de Schwarz nous dit que si on a une fonction de classe C2 sur un ouvert U à valeur dans R, alors pour tout A dans U,
les dérivées partielles croisées sont égales. Alors attention, c'est la dérivée par rapport à i de la dérivée par rapport à j est égale à la dérivée par rapport à j de la dérivée par rapport à i. Alors à quoi va nous servir ce théorème? Plusieurs choses, ou plusieurs cas plutôt. Si on vous demande de calculer les dérivées partielles d'ordre 2 d'une fonction, on va calculer une dérivée partielle croisée et on va dire que l'autre est égale. Ça, c'est la solution un petit peu feignante, on va dire. On ne veut pas trop faire de calcul, donc on va utiliser ce résultat-là. L'autre solution pour utiliser ça, c'est de les calculer toutes les deux et de vérifier qu'elles sont bien égales, parce qu'on sait qu'elles doivent être égales, et si elles ne sont pas égales, ça veut dire qu'on aura fait une bêtise. Enfin, dernier cas, notamment pour des prolongements en un point d'une fonction de classe C2, cet argument-là va pouvoir être utilisé pour démontrer qu'une fonction n'est pas de classe C2, en disant, tiens, mes dérivées partielles secondes croisées ne sont pas égales, donc d'après le théorème de Schwarz, la fonction n'est pas de classe C2. Enfin, notez bien que pour ces fonctions de classe C2, on va pouvoir appliquer la règle de la chaîne, une ou deux variables. Alors, je m'explique. Imaginons que j'ai besoin de calculer la dérivée seconde de g par rapport à u au carré. Donc, on se retrouve avec ce cas-là. Donc, je veux calculer d de g sur du2 en uv. Et bien, je vais tout simplement remarquer que c'est dg d rond sur d rond u de d rond g sur d rond u en uv. Et je vous rappelle ce qu'on a dit, c'est que cette fonction-là, c'est une fonction définie sur u à valeur dans R. Elle est de classe C1 et on va pouvoir lui appliquer la règle de la chaîne. Donc on va en fait appliquer la règle de la chaîne de variables à la dérivée de g par rapport à u pour retrouver l'expression de la dérivée seconde de g par rapport à u2. Alors bien sûr, là je l'ai fait par rapport à u2, mais on peut faire pareil, d de g sur duv, ce sera la dérivée par rapport à u de la dérivée de g par rapport à v. Donc on pourra appliquer la règle de la chaîne, cette fois-ci à cette fonction-là qui est aussi classe C1, et on obtiendra quelque chose, et bien sûr j'en ai écrit 2, mais ça marche pour toutes les dérivées d'ordre 2. Ces calculs-là, attention quand même, sont relativement compliqués, il faudra bien faire attention à qui est qui, bien poser toutes les variables avant de s'y attaquer, sous peine de faire des bêtises.